Voilà, à la guerre, comme à la guerre, hein, paraît-il. Donc voilà, désolé pour ces couacs. Journée compliquée, je vous disais, parce que j'ai fait beaucoup de choses. Et puis parce que j'ai compris quelque chose aujourd'hui, mais on en parlera. Emmanuel Macron assume parfaitement ses propos et il y a une volonté très claire, ne nous y trompons pas, de nous priver de liberté. Alors évidemment, ce sont les vaccinés et les non-vaccinés, mais nous allons en parler dans un instant. Mais le fait est que il y a une volonté très claire chez Emmanuel Macron de nous priver de liberté. Il a dit, hein, la liberté, finalement, il y a aussi des droits et des devoirs, et nous avons des devoirs pour ce qui nous concerne, et les autres ont des droits. C'est ainsi, c'est comme ça. Et nous avons le devoir de nous faire vacciner, et si nous avons des devoirs, si nous remplissons nos devoirs, si nous faisons nos devoirs, alors nous aurons une sucette. La sucette, c'est de devoir aller au restaurant, au centre commercial. Alors, évidemment, le fait du prince est ainsi fait qu'au centre commercial La Défense, je crois l'avoir tweeté, oui je l'ai tweeté, le responsable disent, si au 1er août on fait ça, en gros on va avoir des heures d'attente, des heures de queue pour contrôler les passes. Mais ça, M. Macron, il s'en fiche, M. Macron. M. Macron, c'est pas son problème. Parce que M. Macron, il parle. Parce que M. Macron, c'est Dieu. Vous savez, dans le récit de la Genèse, c'est très intéressant parce que j'ai beaucoup travaillé, notamment avec mes enfants, sur la parole créatrice, sur ce verbum, la parole, qui est vraiment, le verbe qui est pas vraiment qui est pas la parole en tant que telle, mais c'est vraiment le verbe. Eh bien, Macron, c'est le verbe. C'est celui, Monsieur le Président de la République, dans cette affaire sanitaire, cette crise sanitaire, il est le verbe. Il dit et ça est. Il dit vaccination obligatoire, ça est vaccination obligatoire. Il dit, eh bien, que passe sanitaire au 1er août, c'est passe sanitaire au 1er août. Les contraintes matérielles, il est bien au-dessus de tout ça. La vérité, c'est que demain, je commence par là, demain est un événement historique, demain est un jour historique. Demain est le jour où, pour la première fois de ma vie, entendez bien ce que je vous dis, je vais aller manifester. Pour la première fois, j'estime qu'il est suffisamment important, suffisamment urgent, suffisamment prégnant d'aller rejoindre ce cortège de la liberté, ce cortège, aurais-je presque envie de dire, de la souveraineté du peuple, la souveraineté d'un peuple qui n'accepte pas qu'on lui dicte des choses comme s'il était un objet informe, un peuple qui n'accepte pas qu'on l'infantilise en lui disant si tu ne fais pas bien tes devoirs, tu auras la fessée. Ça n'est pas la France et ça n'est pas la France dans laquelle je veux vivre et je suis sûr que ça n'est pas la France dans laquelle vous voulez vivre. Nous sommes à la croisée des chemins. Croyez bien ce que je vous dis. Regardez, 60% des Français approuvent le pass sanitaire. 60% des Français approuvent la vaccination obligatoire des soignants. 60% des Français approuveront demain matin la vaccination obligatoire de la population. 60% des Français approuveront un pass vaccinal. Eh bien, moi, je fais partie des 40% qui refusent. Et je le refuse en mon nom. Mais je le refuse aussi au nom de tous ceux qui sont vaccinés et qui pensent normal de pouvoir arborer un signe, un vaccin, eh bien, pour entrer dans un lieu, un vaccin pour pouvoir faire un loisir, accomplir un loisir, bientôt pour aller chez le coiffeur, bientôt pour aller à l'hôpital. La Chine l'a fait, vous l'avez vu, la Chine, eh bien désormais vous ne pouvez plus aller à l'hôpital, dit le Figaro, si vous n'êtes pas vacciné. 60% des Français accepteront que 40% d'entre nous soient discriminés. Simplement, les 60% des Français accepteront-ils quand ce sera leur tour? Les 60% des Français accepteront-ils de se faire vacciner une 3e fois, puis une 4e fois? Accepteront-ils, pour souscrire une assurance, de devoir justifier ici ou là de leurs conditions de santé? J'entends effectivement une assurance banale, finalement assurance auto. Devront-ils justifier de ce qu'ils ont de bons yeux? Je ne sais quoi. Est-ce que nous sommes entrés dans une société du pass? Le pass sanitaire, le pass vaccinal, le pass écologique? Non. Cette société-là, je la veux pas. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas pour mes enfants. Je n'en veux pas pour vous. Et cette société-là, c'est celle que je vous propose de refuser demain. Florian Philippot a été le premier à se mobiliser. François Ruffin a appelé à manifester. J'étais aujourd'hui avec une représentante, une élue Europe Écologie Les Verts, qui effectivement également a appelé à manifester. Nicolas Dupont-Aignan sera là, Martine Vonner sera là, les élus seront là, nous serons là, le peuple sera là. Et c'est pas effectivement tout ça, ce ne sont pas des mots en l'air, c'est bien plus. C'est bien plus. Puisque M. Macron a une parole créatrice et puisque lorsqu'il dit
ils pensent que nous obéirons, eh bien c'est à notre tour de parler pour qu'ils obéissent. C'est ça, la France, c'est ça, la démocratie. Non, je n'accepte pas ce pass sanitaire et je me fiche bien de savoir si 60% des Français sont prêts à vivre en tyrannie. Je me fiche bien de savoir si 60% des Français sont prêts à vivre sous le joug totalitaire de la technologie, faite de traçage, faite effectivement maintenant de passes en toutes sortes, passes de toute nature. Moi, je refuse. Moi, je refuse. Et d'ailleurs, un sondage dit 60%, mais je note avec intérêt qu'on ne s'est pas risqué à demander au peuple français par référendum ce qu'il en pensait de ce pass. Je note avec intérêt qu'on a oublié de dire au peuple de France qu'en Israël, actuellement, le Premier ministre vient de dire aujourd'hui dans une conférence de presse que le vaccin marche moins bien que prévu initialement, mais il ne sait pas dans quelle proportion moins bien. Le Premier ministre israélien a dit aujourd'hui que, en gros, 50% des personnes, un peu plus de 50% des personnes hospitalisées étaient vaccinées, double vaccinées. Mais en France, non. En France, 100% des personnes hospitalisées, eh bien, sont non vaccinées. C'est de notre faute. C'est de ma faute. C'est inadmissible. Non, ce n'est pas de notre faute. Nous avons une liberté et nous n'avons jamais à rougir de la faire valoir. Nous n'avons jamais à rougir d'être dans le camp de la vérité. Nous n'avons jamais à rougir d'être en minorité s'il le faut. Nous n'avons jamais à rougir d'être le camp de l'honnêteté. Jamais. Aujourd'hui, je suis remonté comme une pendule, vraiment comme un coucou suisse, parce que j'en ai marre, parce que j'en ai assez qu'on nous mente, parce que j'en ai assez qu'on vous mente. Moi, je vois la souffrance, là, qui s'exprime au travers des mails que vous m'adressez. Je vois cette souffrance qui monte, cette souffrance qui s'exprime, ce désarroi dans lequel on a installé les Français. Oh, bien sûr, il y a quelques bourgeois, ça et là, qui se précipitent fièrement et qui arborent le double vacciné, la médaille Pfizer, comme aux États-Unis. Ça et là, il y a bien quelques quartiers qui se précipitent et qui entendent nous regarder de haut. Eh bien qu'ils nous regardent de haut. Il n'y a aucune difficulté, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, on est entre amis ici. Ce entre amis, cette société parallèle dont je vous parlais à cet égard d'ailleurs, je note que nous sommes dans une nouvelle lutte des classes. Emmanuel Macron, fidèle à lui-même, ce gouvernement La République en marche. Elle est en marche, la République. Mais cette République-là, c'est la République du déclassement social. Cette République-là, c'est la République de la lutte des classes. Figurez-vous qu'hier, pas plus tard qu'hier, j'évoquais avec un journaliste la question de cette société parallèle. Entre amis, je m'amusais avec lui en disant « je m'en fiche parce que nous allons créer une société parallèle » comme je vous l'expliquais ici il y a quelques jours. Entre amis, nous allons nous recevoir les uns les autres comme je vous l'expliquais. Il s'est mis à rire. Rire. Pourquoi rire? Pourquoi riez-vous? Mais il dit « mais enfin mon pauvre monsieur, vous êtes naïf. » Ah bon? Je suis naïf? Mais je comprends pas, quoi? Mais cette société parallèle, elle existe déjà. Ah bon? Voulez-vous savoir combien de jours de confinement, moi, j'ai fait? Je ne suis jamais allé à autant de dîners, à autant de soirées que pendant le confinement. Mais enfin, et pendant le couvre-feu? Mais alors, vous imaginez pas, jusqu'à 3h, 4h du matin, il y avait des DJ dans toutes les salles parisiennes, il y avait des DJ dans tous les appartements haussmanniens bourgeois parisiens, des norias de Uber qui arrivaient devant. Merci à Lucas pour toutes ces Stupéfait. Je le savais, évidemment. Mais ce que je ne savais pas, et ma stupéfaction n'était pas celle-là, mais celle d'après. Ce qu'il me dit, et d'ailleurs, certains ont anticipé le pass sanitaire. Ah bon? Mais bien sûr, certains chefs qui travaillent dans des restaurants, eh bien, envoient leurs seconds dans des appartements parisiens, aux fins de cuisiner dans les 200 ou 300 mètres carrés haussmanniens, aux fins de, naturellement, satisfaire quelques convives privilégiés qui viennent là. Oui, mais, d'accord, mais les salles de sport. Oh, mais les salles de sport, pas de problème. Nous avons quelques coachs qui, effectivement, installent du matériel dans quelques salles parisiennes, un peu en arrière-coulisses, de quelques grands propriétaires, et à ce titre, finalement, donnent des cours de sport. Tout à fait clandestin, sans aucun problème. Et il y a, voilà, c'est pas une salle de sport, c'est effectivement une arrière-salle ou peu importe. Et donc, il y a bien une société parallèle. Pareil pour les loisirs. Peu importe, en fait. Il y a une société parallèle, mon bon monsieur, qui s'est créée. D'ailleurs, dit-il, un jour, il faudra qu'on pense à faire une enquête dessus. C'est vrai. Un jour, il faudra qu'on fasse une enquête dessus. On préfère faire une enquête sur les faux passes sanitaires. Ça va tellement plus vite. Donc, vous voyez ce qui se passe. Cette société, eh bien, là, quand vous habitez le 93, quand vous habitez des cités, quand vous habitez à la campagne, quand vous êtes un Français qui galère, quand vous êtes ce Français qui est rien et qui prend le TER le matin,
qui prend le RER le matin, eh bien concrètement, vous n'avez pas d'appartement haussmannien dans lequel vous pouvez inviter un second. Vous n'avez pas ce luxe de pouvoir avoir finalement des passes droits. Vous, c'est le pass sanitaire. Eux, c'est les passes droits et vous, c'est le pass sanitaire. Ainsi est la France. Aujourd'hui, au XXIe siècle, vous avez 60% des Français qui sont pour le pass sanitaire. Mais est-ce que parmi ces 60% des Français, combien sont-ils à avoir des passes droits? Eh bien, moi, je suis une république. Je suis pour la République. La République de l'égalité. La République qui n'a ni passe droit, ni passe sanitaire, ni passe écologique. Et dès lors, la lutte que nous organisons est bien celle-ci. Mais cette lutte ne se fera pas sans vous. Vous serez tentés, mes amis, par le découragement. Viendra le temps de la résignation, peut-être. Viendra le temps de la fatigue. Viendra le temps de la lassitude. Viendra le temps de l'aquabonisme. Ce temps dans lequel vous vous direz, mais au fond, tout ça, à quoi ça sert? Faisons-nous vacciner et on n'en parle plus. Tandis que d'autres vous diront, ou se diraient, je n'ai pas le choix, de toute façon, que je me fasse vacciner. Eh bien non, je m'y refuse catégoriquement. Attention, attention, je vous l'ai dit. Je l'ai dit dans l'interview. Magnifique portrait fait par Livre Noir. Je vous invite à aller vraiment le voir, ce portrait par Livre Noir, si vous voulez me connaître. 1h30, un peu moins, 40 minutes, pardon. C'est pas 1h30, je vais couper 40 minutes pour vraiment me connaître mieux, et notamment aller voir cette allégorie du cheval au box. Je vous en dis pas plus. Allez sur Livre Noir, sur ce portrait d'hier. Allez voir, vraiment. Et tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que je suis là, que nous sommes là, que nous sommes des millions, que nous sommes la France, que la France n'est pas la France des passes, n'est pas la France des passes sanitaires, n'est pas la France des passes droits. La France, c'est la France qui souffre, la France qui prend en pleine gueule les mesures qui nous sont imposées depuis 1 an. La France qui est capable encore de s'élever, la résistance par la connaissance, la résistance peut-être parfois par la véhémence, la résistance aussi par le respect bien sûr, mais la résistance par la vérité. La vérité, vous la voulez? Je vais vous en donner une de vérité. La vérité selon laquelle l'OMS alerte, parce que pendant que nous dissertons du Covid-19, oh mon Dieu, maladie terrifiante qui va tous nous tuer, des enfants ne sont plus vaccinés contre les maladies infantiles. Et en effet, je vous donne là quelques chiffres qui sont tout à fait sérieux. En 2020, 23 millions d'enfants n'ont pas reçu de vaccin sur la base, dans le cadre des services de santé habituels. Ce qui en fait le nombre le plus élevé depuis 2009 et représente une hausse de 3,7 millions par rapport à 2009. Il n'est plus qu'une seule maladie. Il n'est plus qu'un seul fléau contre lequel le monde doit lutter. Nos enfants, il faut les protéger, tandis que Israël nous explique, j'en perds ma voix, Israël nous explique tout à l'heure qu'en Angleterre, on assiste à une augmentation des hospitalisations des adolescents. Évidemment, ceux qui ne sont pas vaccinés, ça va de soi. Les chiffres, peu importe. Au pays des passes, on ne s'occupe pas des chiffres. Au pays des passes, on n'a pas besoin des chiffres ou des preuves. On se contente effectivement des affirmations. Alors, l'OMS, on s'inquiète de nos enfants, mon Dieu, pauvres enfants qui vont transmettre le Covid à papy et mamie, quoi qu'ils soient dans la cuisine, en train de manger la bûche. Il n'y a plus de bûche au mois de juillet, remarquez. Merci pour le verre d'eau, c'est sympa. Bien. Le fait est que concrètement, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où c'est inadmissible, c'est parfaitement scandaleux. On veut vacciner nos enfants contre une maladie qui ne les concerne pas, et pourtant, pendant ce temps-là, on recule sur la vaccination de maladies qui les concernent. Qui sont les anti-vax? Où sont les pro-vax? Où sont les médecins de plateau télé? Où sont-ils? Les Gilbert Deray, les Mathias Bargom, où sont-ils pour aller sur les plateaux télé, se scandaliser de ces enfants qui meurent des maladies infantiles, à moins que tout à coup les vaccins ne soient plus une priorité. Et ce sont nous les anti-vax. Où est la presse pour venir s'indigner de ce que les enfants dans le monde ne sont pas vaccinés contre les maladies infantiles qui les concernent, mais tandis que bientôt, ils seront vaccinés pour une maladie qui ne les concerne pas. C'est scandaleux. C'est un mensonge éhonté. Et nous sommes, mes amis, le camp de la vérité. Nous sommes le camp de l'honnêteté. Ne rougissons pas. Vous verrez dans cette interview, je vous le redis, sur Livre Noir hier, le journaliste, par ailleurs particulièrement, du vrai, très beau, très beau format.
pour le coup, avec des gens absolument extraordinaires, c'est pas fréquent. Et du coup, quelque chose d'assez intéressant, il me dit, on tient à préciser quand même, Maître Divisieux, que vous n'êtes pas anti-vax. C'était très délicat de sa part de le dire pour pas m'attirer les foudres, finalement, des uns ou des autres. Et j'ai interrogé, en disant, mais, et alors, à supposer que je le sois, anti-vax, ça change quoi? Est-ce qu'on a encore le droit d'avoir une opinion? A-t-on encore le droit d'émettre une opinion documentée, peut-être, par ailleurs? Ou est-ce que d'emblée, je suis qualifié, d'emblée, il y a un anathème, d'emblée, je suis disqualifié? Eh bien, le monde dans lequel on vit est tel que nous sommes disqualifiés. Et on verra quand demain, nous marcherons fièrement du Conseil d'État vers la place Pierre-Laroque face aux fenêtres du ministre de la Santé, si nous sommes disqualifiés. Demain, c'est une marée humaine qui doit absolument défiler sur Paris. Demain, c'est une marée humaine de la bienveillance, c'est la marée humaine de la joie, c'est la marée humaine qui dit non, mais qui dit non en chantant, parce que nous avons le monopole de la joie, parce que nous n'avons pas peur, parce que nous n'avons peur de rien, ni du Covid, ni d'eux. Nous sommes prudents, bien évidemment. Personne ne songerait ici à ne pas être prudent. Personne n'est irresponsable, sinon ceux qui nous taxent d'irresponsabilité. Qui sont les irresponsables qui, depuis 1 an, nous mentent? Qui sont les irresponsables qui sont capables d'avoir une parole publique qui ne vaut que pour 1 mois? Qui sont les irresponsables qui ont laissé le variant Delta, le fameux variant Delta, venir sur le territoire parce qu'on ne mettait pas en quarantaine ceux qui arrivaient? Et désormais, il s'agit de mettre en quarantaine obligatoire les Français qui sont là. Nous n'avons plus de douane, nous n'avons plus de barrières douanières. L'Europe de la liberté, elle est où l'Europe de la liberté? Où est l'Europe de la liberté de circulation quand Malte se barricade? Où est l'Europe de la liberté de circulation lorsque il nous faut des passes pour voyager d'un pays à l'autre? Et voici que maintenant il nous faut des passes pour aller sur notre propre territoire. Hier, nous voulions faire l'Europe de la liberté, l'Europe de l'unité, l'Europe des nations, une grande nation européenne. Et voici que dans la nation historique, nous nous barricadons. Voici que dans la nation historique, 60% des Français, est-ce que ce sont les mêmes qui ont voté pour l'Europe de la liberté, veulent une discrimination? Voici que l'Europe de la liberté cède le pas à la France de la tyrannie. Voici que l'Europe de la liberté, de circulation, d'installation, merveilleuse, l'unité européenne, bisous bisous entre les Allemands et les Français. C'est ainsi fait qu'entre Français, il y a des citoyens de seconde classe. Aujourd'hui, ce sont les non-vaccinés. Et si vous, vaccinés, écoutez bien ce que je vais vous dire, vous vous considérez comme citoyens de première classe, détrompez-vous. Vous êtes vos propres victimes. Parce qu'une société qui exige un pass, une société qui exige de violer le secret médical pour aller dans un restaurant, une société qui n'a plus aucune idée de ce qu'est la confidentialité et le secret, demain placera des caméras chez vous. Demain vous espionnera, viendra vous espionner jusque dans vos lits, viendra vous espionner jusque dans vos maisons, viendra espionner vos comptes. Oh, vous n'avez rien à vous reprocher? En êtes-vous vraiment sûr? Vous n'avez rien à vous reprocher, si tant est que vous savez ce qu'on vous reproche. Vous n'avez rien à vous reprocher. C'est ce que disaient finalement tous ceux qui vivaient en tyrannie. Et à la fin de la fin, ce sont toujours finalement eux les plus malheureux. N'acceptez pas cette discrimination. N'acceptez pas de mettre ce doigt dans l'engrenage. Ne commencez pas. Je vois des employeurs aujourd'hui qui menacent des salariés de licenciement au motif qu'ils ne seront pas vaccinés. Elle est là, la lutte des classes. Nous avons créé, sans qu'effectivement personne ne s'en émeuve, un nouveau motif de licenciement. Les tests PCR, la société jetable, les tests jetables. Eh bien, voici qu'effectivement, nous avons des salariés jetables. C'est inadmissible. Alors, je vais, ce soir, vous parler des recours, bien évidemment, des idées que j'ai eues, parce qu'il y en a une ou deux dont je voudrais vous entretenir, qui est particulièrement sérieuse. Je vous dirai comment on va lutter ensemble. Mais j'ai besoin de vous.
C'est moi qui ai besoin de vous. Vous pensez que vous avez besoin de moi. Or, je vous le dis, vous avez autant besoin de moi que j'ai besoin de vous. Je veux que nous soyons des millions. Je veux que nous soyons peut-être même des milliards à travers le monde et que la France redevienne ce qu'elle a toujours été, un fer de lance, le porte-parole de la liberté, la première en chemin, la première sur le chemin de la liberté. Je veux que nous soyons, vous soignants, ne vous faites pas vacciner tout de suite. Attendez. Je vais lancer un appel tout à l'heure. Soyez-y attentifs, je vous en prie. Ne cédez pas tout de suite si vous ne le voulez pas. Ne cédez pas tout de suite à cette tyrannie. Je me serais fait volontiers vacciner, peut-être, d'ici quelque temps, mon Dieu, pourquoi pas. Les vaccins ne sont pas un sujet. Je suis moi-même effectivement largement vacciné, sans que ça ne fasse l'objet d'un débat. Depuis quand la médecine est un débat comme ça, lorsqu'elle est ainsi éprouvée? Peu importe en soi. Mais ici, à partir du moment où l'État veut me l'imposer, il n'en est pas question. Je suis fatigué de ce discours tout à l'heure sur Beurre FM de mon interlocuteur qui a dit à un lycéen qui appelait désemparé « Enfin mon garçon, tes parents, sais-tu qu'ils t'ont vacciné 11 fois pour que tu ailles à l'école? Pourquoi aujourd'hui tu t'en inquiètes ?» Ça m'a fait réagir, bondir. Disant « Mon garçon, sais-tu combien de temps il s'est écoulé entre le moment où le vaccin contre la polio et le vaccin pour... l'obligation a été, la mise sur le marché du vaccin et l'obligation. Combien de temps s'est écoulé? Combien de temps s'est écoulé pour l'hépatite B? Et combien de temps s'est écoulé pour le Covid? Alors mon garçon, puisqu'apparemment on veut te prendre pour un imbécile, eh bien moi, tu vois, c'est l'inverse que je vais penser à ce live pour les ados. Nous reviendrons, certes non, sur la vaccination en tant que telle, mais nous verrons comment au 21e siècle on prend une décision, comment à 16 ans, à 18 ans, à 20 ans, on prend une décision. Comment est-ce qu'on prend une décision libre? Et au fond, qu'est-ce que la liberté d'ailleurs? C'est ces points que nous aborderons. Vendredi dernier, dans la soirée, Winston Churchill, discours, 1940. Sa Majesté m'a chargé de constituer un nouveau gouvernement. C'était la volonté clairement exprimée du Parlement et de la Nation qu'il reposa sur la base la plus large possible, y compris tous les partis, ceux qui soutenaient l'ancien gouvernement, comme ceux qui étaient dans l'opposition. De cette tâche, je viens d'achever la partie la plus importante, un cabinet de guerre de 5 membres et formés qui représentent avec les libéraux de l'opposition l'unité de la nation. Les chefs des 3 grands partis consentent à servir, soit dans le cabinet de guerre, soit dans de hauts postes de l'État. Et les 3 ministères de la Défense nationale sont pourvus. Il est en effet essentiel que cette partie de ma tâche fût réalisée en un seul jour, à cause de l'extrême et rigoureuse urgence. Un certain nombre d'autres positions clés ont été dévolues hier, et je dois ce soir même soumettre une nouvelle liste à Sa Majesté. En sorte que j'espère compléter la nomination des principaux ministres dans la journée de demain. Généralement, celle que les autres ministres prend un peu plus de temps, mais je pense que lorsque le Parlement se réunira à nouveau, ma mission aura été menée à bien et que le gouvernement sera au complet. J'estimais que l'intérêt public commandait de suggérer que la Chambre fût convoquée pour aujourd'hui. Le président, qui était du même avis, prit donc les mesures nécessaires, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la résolution de la Chambre. À la fin de la réunion d'aujourd'hui, l'ajournement de la Chambre jusqu'au mardi 21 mai sera proposé, tout en étant bien entendu prévu pour qu'elle se réunisse plus vite, plus tôt, si on en a besoin, dans le plus bref délai. Les députés seront informés des affaires à traiter pendant cette semaine. Enfin, j'invite la Chambre, par la résolution qui est présentée en son nom, à exprimer son approbation des mesures prises et à voter sa confiance dans le nouveau gouvernement. Certes, la formation d'une administration aussi vaste et complexe est en elle-même une grave entreprise. Mais plus grave encore, si l'on représente que nous nous trouvons au seuil d'une des plus grandes batailles de l'histoire, que nous sommes en plein combat, en main point de la Norvège et de la Hollande, qu'il nous faut être prêts à tout en Méditerranée, que la guerre aérienne se poursuit sans relâche, et que par surcroît de grands préparatifs doivent être faits ici sur notre sol, dans la crise que nous traversons. J'espère que la Chambre, de lui parler brièvement. J'espère que ceux de mes amis ou collègues, ou anciens collègues qui sont touchés par la reconstruction gouvernementale me pardonneront si d'aventure j'ai dans la nécessité d'agir failli aux usages, afin qu'il me soit permis de tenir à la Chambre le même langage qu'à mes collègues du gouvernement. Je n'ai rien à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Nous avons devant nous une épreuve de première grandeur. Nous avons devant nous de très longs mois de lutte et de souffrance. Vous me demandez quelle est notre politique. Je vous réponds faire la guerre sur mer, sur terre et dans les airs, avec toute notre puissance,
et toute la force que Dieu peut nous donner. Faire la guerre contre une tyrannie monstrueuse qui n'a jamais eu d'égal dans le sombre et lamentable catalogue des crimes humains. Voilà notre politique. Vous demandez quel est notre but? Je vous réponds en 2 mots. La victoire. La victoire à tout prix. La victoire malgré toutes les terreurs. La victoire quelque longue et dure que puisse être la route. Car hors de la victoire, il n'est point de survie. Comprenez-le bien. Pas de survie pour l'Empire britannique. Pas de survie pour tout ce qui illustre l'Empire britannique. Pas de survie pour l'immémorial effort vers les buts supérieurs de l'humanité. Mais c'est plein d'espoir et d'entrain que j'assume ma tâche, assuré qu'il ne sera pas infligé à notre cause de faillir devant les hommes. Conjoncture qui m'autorise, je pense, à réclamer l'aide de tous et à dire « Allons en avant, tous, unis et forts ». Ces mots de Churchill sont les nôtres ce soir. La bataille sera longue et difficile, on le sait, car vous l'avez vu peut-être, Emmanuel Macron est déjà à l'étape d'après. Il assume demain matin, si nous ne sommes pas obéissants, d'avoir une vaccination obligatoire. Cette fois-ci, c'est contre le Covid, ou un pass vaccinal. Mais demain, ce sera contre autre chose. Nous sommes entrés dans la société de l'hygiénisme. Nous sommes entrés dans une société de l'obéissance. Et il a avec lui, je vous l'ai dit encore, la majorité des Français. Alors, nous devons être la minorité bruyante. Nous devons être la minorité qui n'est justement pas silencieuse. Nous devons être la minorité qui se fait entendre. Nous devons être la minorité qui réfléchit, la minorité qui agit, la minorité qui parle, la minorité qui chante, la minorité qui propose, la minorité qui se voit. Nous devons nous unir, nous devons nous montrer. Nous ne devons pas accepter ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Et pour cela, j'ai songé à quelque chose cette nuit, validé ce matin en staff, qui peut faire la différence, ou en tout cas qui peut montrer que nous ne nous laisserons pas faire, qui peut montrer que nous sommes des millions. Mais il faut que nous soyons des millions alors. Vous souvenez-vous que il y a encore une semaine, nous étions libres, à peu près. Vous souvenez-vous qu'il y a un mois, le Parlement avait dit, pour ne pas entraver la vie des Français, il s'agit de ne pas instaurer un pass sanitaire qui serait discriminant. Vous souvenez-vous qu'il y a un mois, tout le monde jurait que nous n'aurions pas de pass sanitaire généralisé. Désormais, que Emmanuel Macron ne rendrait pas la vaccination obligatoire. Désormais, tout ceci appartient au passé. Désormais, nous subissons un chantage. Nous subissons une pression absolument claire, constante, permanente, infâme, difficile à résister pour nous faire vacciner. Certains d'entre nous vont y être contraints, les soignants. D'autres, par la force des choses, parce que le test PCR tous 48 heures, au demeurant non remboursé, et j'y viendrai dans un instant, ou peut-être pas dans un instant, dans 2 instants, eh bien, sont autant d'obstacles à la liberté. Oui, mais, il est un article du Code pénal qui vous dit ceci, qui vous dit exactement ceci. L'article 312.1. L'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violence ou contrainte, la contrainte s'entendant de la contrainte morale, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeur ou d'un bien quelconque. Signature, engagement ou renonciation. L'extorsion est punie de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. Et si chaque citoyen de France déposait une plainte personnelle contre monsieur le Premier ministre Jean Castex, puisque le président de la République est irresponsable et que l'action du gouvernement est conduite par le Premier ministre. Et si chaque Français, et si chaque citoyen de France et de Navarre, encore lucide sur ce qui est en train de se passer, rappelait à la Cour de justice de la République, qui a été prompte à mettre en examen M. Dupond-Moretti, qui a ouvert une information contre Édouard Philippe, Agnès Buzyn,
Olivier Véran, que, au fond, nous sommes victimes d'extorsion. Et si nous étions demain 10 000, 15 000, 20 000, 100 000 à déposer des plaintes, et si nous étions demain 1 million, 2 millions, 3 millions, le nombre le plus important de plaintes que l'institution n'ait jamais vu, que l'institution judiciaire tout entière n'ait jamais vu. Parce qu'il y a une extorsion. Et peu importe de savoir ce que fera la Cour. Mais nous pouvons dire, absolument sans problème, soignants et soignantes, citoyens de France, que nous avons été victimes d'une tentative d'extorsion pour ceux qui ne se sont pas encore fait vacciner. Et en tout cas d'une extorsion pour ceux qui auront dû se faire vacciner. Je vous propose, moi, de rédiger cette plainte. Je vais la rédiger avec tout l'argumentaire juridique, technique qu'il mérite, qu'elle mérite. Je vais la rédiger exactement dans les mêmes termes que la plainte, la première que nous avons déposée, et qui est d'ailleurs la seule à être passée. Je vous rappelle que lorsque nous avons déposé plainte contre les ministres, à l'époque, on disait de nous que nous étions des sauvages. On disait de nous, y compris dans la partie de la presse professionnelle, que nous étions finalement sur le plateau télé, comme on aime bien le faire. On faisait venir tel ou tel confrère, tel ou tel juriste, tel ou tel ancien magistrat, pour venir dire que notre plainte n'avait aucune chance d'aboutir. Enfin, bien sûr, elle ne passerait jamais la commission d'instruction, la commission des requêtes. 223.7, abstention volontaire de combattre un sinistre. Mais enfin, bien sûr que non. C'est mise en danger de la vie d'autrui, éventuellement. Sauf que toutes les plaintes mises en danger de la vie d'autrui ont été rejetées. J'avais dit fermement, ici, que non, nous maintiendrons 223.7. Et c'est le seul fondement sur lequel ça pourra passer. Et c'est le seul fondement sur lequel c'est passé. Donc aujourd'hui, quand je vous dis que ça a une chance de passer, eh bien ça a une chance de passer. Quand je vous dis que si nous sommes 1 million, 2 millions, 3 millions, ça passera probablement. Si je vous dis que quand nous serons 1 million, 2 millions, 3 millions à saisir la justice, eh bien il y aura alors 1 million, 2 millions, 3 millions de Français qui réfléchiront qu'on ne pourra plus être ignoré de la presse. Qu'à l'international, on se demandera quel est ce pays où 1 million de personnes saisissent la justice, marchent, défilent, et en même temps, de la manière la plus démocratique qui soit, saisissent la justice. Aucune violence dans ce pays, que de la raison. Au pays de Descartes, nous n'avons pas de violence. Au pays de la Sorbonne, il n'y a pas de sauvages, sauf peut-être ceux qui nous gouvernent. Mais le peuple de France est, lui, parfaitement démocratique. Il manifeste bruyamment, mais pacifiquement, abondamment. Mais à côté de ça, il saisit la justice. Il saisit la justice. Nous serons donc le pays avec le nombre de ministres le plus attaqué devant la justice. Et la justice sera mise face à ses responsabilités. Si elle reçoit 1 million de plaintes, que fera-t-elle? Pourra-t-elle, demain matin, la Cour de justice de la République, dire non, circulez, il n'y a rien à voir, je m'assois sur 1 million de personnes? Mais y aura-t-il 1 million de personnes? Votre liberté vaut-elle 1 million de personnes? C'est maintenant que ça se joue. La plainte va être rédigée, moi je suis en vacances ce dimanche, mais je vous l'ai dit, je continuerai de faire cette fin d'avant, vacances tout est relatif, parce que je suis à mon cabinet de Rome. Mais je vais mettre quelqu'un dès lundi sur cette plainte. L'association des victimes du Covid, eh bien, relaiera cette plainte. D'autres sites la relayeront. Je la relayerai. Vous aurez multitude d'endroits où la trouver. Et vous la relayerez. Et vous la ferez signer. Chacun individuellement. Et vous l'enverrez. Et vous m'en justifierez. Je centraliserai tout ça. Nous serons 500 000. Nous serons 1 million. Parce que nous sommes aujourd'hui le peuple de France uni pour la liberté. Et puis, il y a une deuxième action que je voudrais faire. Vous savez que le pass sanitaire, eh bien, est valable dans les transports. Monsieur Emmanuel Macron a décidé que désormais, pour les trajets longue distance, mais pas pour les TER et les Transiliens, donc pas les TER mais en général, et les Transiliens et les métros, pas besoin. Mais souvenez-vous, monsieur, pourquoi un pass sanitaire? C'est un motif d'annulation, ce que je vais vous dire. Pourquoi un pass sanitaire? Monsieur Djebari, face à moi, ministre des Transports, dans TPMP,
Lorsque je voulais, j'ai fait un recours pour avoir des masques FFP2 dans les transports. Et qu'est-ce que m'a répondu le ministère des Transports? Qu'est-ce que m'a répondu le Premier ministre? Eh bien que, concrètement, on ne se contaminait pas dans les transports. Vous souvenez-vous de cette séquence? Allez sur Internet voir TPMP de Djebari. Vous verrez, on ne se contamine pas dans les transports. Et d'ajouter, les études sont unanimes. Voilà. Et aujourd'hui, c'est le même qui justifie le pass sanitaire. Nous aurait-on menti alors? Parce qu'il n'y a que deux choses. Ou le pass sanitaire, eh bien, est totalement illégal, parce qu'on ne se contamine pas dans les transports, et que des FFP2 suffisent, le cas échéant, ou on a mis en danger tous les voyageurs qui ont pris les transports. Et que donc, en n'admettant pas de venir distribuer, généraliser, obliger, parce qu'on est un pays de l'obligation, des FFP2 dans les transports, le ministre s'est abstenu volontairement de combattre un sinistre. Que dire d'autre? C'est la même logique.